Ah, si vous empêchez tout le monde de circuler, peut-être qu'il y aura moins de pollution en ville. Oui, ben, on a déjà un peu vu ce qui se passe pendant la crise Covid, par exemple. Mais bon, est-ce que c'est une façon de procéder? Moi, je ne pense pas, évidemment. Dans l'argumentaire, on dit qu'on a demandé l'avis aux habitants. Alors peut-être qu'on leur a demandé, mais je ne pense pas qu'on en a tenu compte. Alors moi je l'ai lu, hein, ce procès-verbal. Oui. J'ai été étonnée que vous citiez en tout cas le Médian en 442. Ah, mais c'est tout à fait logique, parce que vous participez à l'information des Français, donc je pense que vous le méritez. Bienvenue dans cette nouvelle interview du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir François Roby. Bonjour François. Bonjour Kate, ravi de faire votre connaissance, même si c'est par le miracle de la technique. Ben, ravi également. Alors, je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'UPPA, c'est l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Vous êtes enseignant-chercheur en physique depuis 1994, auteur du livre Vers la voiture sans pétrole et auteur également du blog Éloge de la raison dure. Alors, dans un premier temps, j'avais envie de revenir avec vous sur vos affaires judiciaires. Vous êtes depuis 2017 accusé par le CRIF et la DILCRA d'être, je cite, un négationniste, un raciste, antisémite et fou. Fin de citation. Savant fou, savant fou. Et Et pour aussi un militant d'extrême droite halluciné. alors pour rappeler rapidement, pour planter le décor, pourquoi ces accusations? En fait, l'histoire débute en septembre 2016, lorsque le maire d'Albertville refuse de prêter une salle à l'association France-Palestine Solidarité, qui devait recevoir un chirurgien, le docteur Christophe Oberlin, qui revenait de Gaza et qui devait témoigner justement de ce qu'il avait vu. Quelques jours plus tard, un article est publié dans le Dauphiné dans lequel s'exprime Madame Berthet, donc c'est son nom, c'est le nom du maire de l'époque, qui est aujourd'hui sénatrice de la Savoie. Et elle justifie donc ce geste, et vous, suite à cela, suite à la lecture de cet article, vous envoyez un mail à la mairie, au service de l'élu, au cabinet de l'élu, et puis là, bah, ça ne plaît pas du tout, parce que Madame Berthet prend rapidement contact avec la direction de l'université. Là, je vais vous laisser rapidement exposer en fait ce qui va vous valoir. Oui, exactement, c'est tout à fait ça. J'ai envoyé un mail qui était un petit peu énervé parce que l'article qui était paru dans le Dauphiné, donc dans cet article, Madame le maire s'exprimait, Madame le maire de l'époque s'exprimait pour dire du mal de Christophe Oberlin, en disant que c'était quelqu'un qui était un petit peu louche, d'abord parce qu'il avait soutenu Dieudonné, et puis qui serait même un petit peu antisémite sur les bords, enfin vraiment que c'était quelqu'un de pas très fréquentable, et en quelque sorte elle justifiait son refus par ces arguments-là. Or justement, Christophe Oberlin est pour moi quelqu'un d'extrêmement honorable et même admirable, parce qu'il fait énormément pour des gens qui sont dans des situations de détresse extrême, comme vous le savez, à Gaza. Donc il ne- il n'économise pas son temps et il prend des risques pour sauver des gens. Et donc j'ai fait ce mail un petit peu énervé. Et malheureusement, je l'ai fait sans même faire attention avec mon adresse mail professionnelle de l'université, donc avec ma signature, mes qualités, etc. Et donc, bien sûr, Madame Berthet a tout de suite répliqué, et en me menaçant même de poursuites, en m'accusant de diffamation, alors que ce que j'avais fait, c'était un mail privé en quelque sorte, même si évidemment c'est sa secrétaire qui l'a lu. Enfin, c'est pas elle qui lit tous les mails qui sont adressés à la mairie, mais enfin, Un je mail n'avais de pas. citoyen, j'ai envie de dire. Chaque citoyen Oui, est c'est ça, autorisé c'était à une écrire indignation, hein. aux Indignez-vous, élus. hein, disait un Mhm. certain Stéphane Hessel. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Alors à ce moment-là, François, on est en 2016. Qu'est-ce qui se passe? Donc Madame Berthet, qui est le maire de l'époque d'Albertville, décide de contacter la direction de l'université pour laquelle vous travaillez. Qu'est-ce qui se passe entre cette prise de contact et
bah, finalement vos condamnations et puis le CRIF qui va s'emparer de cette histoire, la DILCRA, qu'est-ce qui va se passer rapidement? Alors, ce qui est étonnant, c'est que a priori, il n'y a pas de rapport entre ce que m'a envoyé Madame Berthet et la suite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rapport officiellement, mais en même temps, on se doute bien qu'il doit y en avoir un. Parce que donc dans un premier temps, j'ai été menacé de poursuite par la Madame Berville qui m'accusait de diffamation, mais je lui ai renvoyé une lettre, enfin plutôt à ses avocats, puisque c'est ses avocats qui m'avaient écrit, une lettre très longue, bien argumentée, pour lui faire comprendre que moi, je n'avais pas fait de diffamation, j'avais donné mon opinion. Par contre, elle avait fait de la diffamation vis-à-vis de M. Oberlin. Suite à ça, je n'ai plus entendu parler des avocats de la mairie d'Albertville. Plus du tout. Enfin, j'ai envoyé 2 lettres exactement. Une première très longue. J'ai reçu une réponse. On m'a demandé de formuler des excuses que j'avais faites, mais enfin sur la forme, mais pas sur le fond du tout. Donc je les ai condensées comme ça m'a été demandé la deuxième fois, et j'ai plus du tout entendu parler de la mairie d'Albertville. Par contre, ce qui est amusant, c'est qu'un peu plus tard, il y a eu d'abord un mail de la DILCRA, donc délégation interministérielle Interministériel, ouais. de lutte contre le racisme et l'antisémitisme, je crois, c'est ça. Et toutes les formes de haine, je crois, voilà, quelque chose comme Alors, ça. il n'y avait pas encore le H à l'époque, donc c'était uniquement Mmh. avec le A à la fin, et qui signalait, mais apparemment sans rapport avec ce qui avait inquiété Madame Berthet, qui signalait je m'occupais d'un blog et que sur ce blog, je tenais des propos qui pouvaient être éventuellement considérés comme alors je ne me rappelle plus exactement les termes, mais enfin il y avait du antisémite négationniste, enfin les choses habituelles hein, du lobby sioniste évidemment. Et un peu plus tard, donc l'année suivante, en début 2017, là c'est carrément une lettre du président du CRIF de l'époque, Francis Khalifa, adressée au président donc, de mon université, où il y avait tous les qualificatifs que vous avez cités tout à l'heure. Donc j'étais traité de tous les noms, et où, en quelque sorte, M. Khalifa ordonnait au président de l'université de faire quelque chose contre moi. Voilà. Donc moi, quand j'ai vu cette lettre, ça m'a fait rire tellement c'était extrême. Enfin, j'avais l'impression de me retrouver dans un sketch de Dieudonné, quoi. C'était Et vraiment alors très, très justement, amusant. quelle a été la position du président de l'université? Qu'est qu'est-ce qui s'est passé entre vous, en tout cas, dans votre Alors, j'ai fonction essayé de de maître de contacter le conférence? président de l'université à propos de cette lettre, justement, et je n'ai eu aucune réponse. C'est-à-dire que le président a soigneusement évité de me contacter. Par contre, il y a eu, et il y avait déjà en cours, une procédure disciplinaire, ce qui est normal dans le cas où une personne se plaint d'un membre de l'université, donc en l'occurrence Madame Berthet, donc qui suivait son cours. Bon, là, il n'y avait rien de particulier. Il y a une personne de l'extérieur de l'université qui se plaint d'un membre de l'université, donc il est normal que le président déclenche une procédure pour savoir vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, suite à une audition et enfin, une espèce de jury enfin, au printemps 2017, j'ai d'abord été condamné à 2 ans d'interdiction d'exercer, euh, assorti de la privation de la moitié du salaire, mais je pouvais faire appel de cette sanction, et cet appel était suspensif. Donc évidemment, j'ai fait appel de cette sanction, parce qu'en fait, la seule chose que je pouvais réellement me reprocher, c'était d'avoir utilisé Mmh. mon- ma boîte mail professionnelle au lieu L'adresse? de la boîte Mmh. mail, voilà, au lieu de la boîte mail personnelle. Mais bon, cela dit, il y a des gens qui font pire que ça et qui ne sont pas inquiétés. Je me rappelle que à l'époque, il y avait par exemple le président de l'université de Bordeaux qui avait utilisé sa fonction de président et qui avait
par l'intermédiaire du forum enfin, c'est même pas un forum, c'est par l'intermédiaire de sa liste de diffusion de l'université qui avait carrément appelé à voter pour Emmanuel Macron. Enfin, plus exactement, à faire barrage, bon, comme ils disent, à l'extrême droite, mais ce qui revenait, puisque c'était au deuxième tour, de faire campagne pour Emmanuel Macron. Et ça, c'était diffusé à tous les enseignants et même les étudiants, je pense, de l'université. On se souvient de cette affaire-là, c'est vrai. À ma connaissance, il n'a pas été inquiété du tout. Donc, bon, éventuellement, j'aurais pu avoir un blâme ou quelque chose enfin, qui me demande de ne plus utiliser mon adresse mail professionnelle. Mais là, bon, la sanction est évidemment complètement disproportionnée par rapport à ce qui s'était passé, surtout que Madame Berthet avait, dès la première lettre, annoncé qu'elle renoncerait à des poursuites si je m'excusais, ce que j'ai fait par cette lettre, et puis je n'ai pas eu du tout de nouvelles de la mairie par la suite. Donc, vu que cette histoire a débuté par rapport à donc, ces conférences de M. Oberlin qui avait trait à Gaza, bon, on est toujours dans la même actualité encore aujourd'hui, hein, malheureusement. Évidemment, on peut, même sans être un complotiste ceinture noire, faire peut-être un lien entre cette affaire-là initiale, qui s'était apparemment terminée, et puis ensuite l'intervention de la DILCRA et du CRIF. Et oui, et quand vous faites appel, alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je continue à enseigner normalement. Par contre, l'affaire est portée au niveau national, parce que là, c'est au niveau local, au niveau de l'université, dans un premier temps. Et ensuite, il y a la même chose qui se passe au niveau national, au sein de ce qu'on appelle le CNESER. Donc, c'est le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et donc, c'est la même procédure, à la différence près que la procédure finale est publique, alors que localement, elle n'est pas publique. Donc ça, c'est quand même important. Et donc, finalement, cette procédure finale a eu lieu seulement en 2019, pour diverses raisons. Bon, d'abord parce qu'il y a un temps d'instruction, et puis ça a été reporté une première fois, pour des raisons de disponibilité. C'est toujours très long. Et donc, c'est au mois d'avril 2019 qu'il y a eu cette réunion finale qui m'a condamné cette fois à 4 ans d'interdiction d'exercer, assorti toujours de la suppression de la moitié du salaire. Et à la suite de ça, il y a eu encore une étape supplémentaire. J'ai décidé de déposer un recours devant le Conseil d'État, qui n'a pas été accepté. Mais ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement du Conseil d'État, sans doute que oui, c'est que en fait, cette procédure se déroule en 2 temps. Il y a d'abord donc un avocat spécialisé devant les requêtes, pour les requêtes devant le Conseil d'État, qui dépose un dossier, et le Conseil d'État va dire si oui ou non il accepte d'examiner cette requête. Si c'est oui, eh bien, il va falloir ensuite qu'il justifie évidemment les décisions qu'il prend, mais si c'est non, il n'a rien à justifier. Et c'est dans la loi. C'est-à-dire c'est une sorte de joker. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que j'ai payé quelques milliers d'euros pour un avocat qui a d'ailleurs fait très bien son travail, hein, et qui était désolé pour moi parce qu'il m'a dit je suis désolé, mais votre requête n'est pas étudiée. Et puis le Conseil d'État simplement dit, en gros, circuler, il n'y a rien à voir, ça ne nous intéresse pas. J'ai les documents ici, si ça vous intéresse, je pourrais vous dire la phrase, mais c'est vraiment étonnant parce que je connaissais pas cette façon de procéder, et c'est là qu'on se dit, ah oui, on n'est quand même pas vraiment dans une démocratie. Et alors, est-ce qu'entre 2017 et aujourd'hui, vous êtes toujours affilié à l'université, à l'UPPA? Oui, j'enseigne en ce moment même. Oui. D'accord. Oui. C'est-à-dire que j'ai été réintégré au bout des 4 ans, c'est-à-dire en avril 2023.
Juste à la fin de l'année d'ailleurs, mes collègues étaient un petit peu paniqués parce qu'il fallait absolument me trouver des enseignements pour justifier mon salaire et c'était vraiment la fin de l'année. Donc heureusement, il y avait quelques travaux pratiques qui étaient assez concentrés à ce moment-là et donc j'enseigne, oui, oui, depuis avril 2023, j'ai été réintégré tout à fait normalement. Et en 2023 justement, alors pour parler de votre blog Éloge de la raison pure, bah, depuis 2023, ce blog n'est plus actif en fait. Vous ne Oh, publiez en fait, plus, c'est pour même quelle plus raison? que 2023. Je dois dire que j'ai lâchement abandonné un petit peu ce blog, donc je le laisse parce que je pense Bah, pas il y a que les gens quelques sont contents. articles encore 2022, 2023, il y en a voilà, je Oui, alors, disons que oui, j'ai dû mettre, le dernier, ça doit remonter à 2023, mais je vous avoue que ça fait très longtemps que je ne l'ai même pas et pour regardé quelle moi-même. raison alors? Est-ce que c'est, par pure Ah, faute de précaution ou c'est temps, d'accord. c'est pas pour, c'est pas pour, comment dire? Pas que j'ai honte de ce que j'ai mis dessus, au contraire, je pense même que j'ai peut-être eu raison trop tôt sur certains sujets, mais voilà, Et c'est un témoignage. alors qu'est-ce qui vous a valu, en juin dernier, en juin 2024, d'être à nouveau convoqué par la police pour répondre à des questions? Pour quelle raison? Alors ça, il faudrait demander à l'université, il faudrait demander si c'est à l'université, si c'est, de sa propre initiative ou si c'est, qu'elle suit des instructions, ça je ne sais pas, hein. Mais ce qui m'a étonné, c'est que les arguments, en fait, sont toujours les mêmes, quoi. C'est-à-dire les mêmes questions, exactement les mêmes que celles qu'on m'a posées, au CNESER, auxquelles j'ai répondu d'ailleurs, ben, on les ressort. C'est-à-dire qu'on essaye de me faire dire que Dieudonné, c'est quelqu'un de pas fréquentable, par exemple. L'histoire de la quenelle, par exemple, on me la ressort encore. Enfin, c'est assez invraisemblable. Et y compris des choses de mon blog, auxquelles j'ai déjà répondu. Alors moi je l'ai lu, hein, ce procès-verbal. Oui. J'ai été étonnée que vous citiez en tout cas le Médian 442. Ah, mais c'est tout à fait logique parce que vous participez, à l'information des Français, donc je pense que vous le méritez. Oh, je ne sais pas si on le mérite là, d'un coup ça m'inquiète un peu plus là. Ah bah, désolé. J'espère que vous n'aurez pas d'ennui à cause de moi. Bah, écoutez, ça date de juin 2024. Visiblement, moi voilà, on n'a pas eu d'ennui. Je pense qu'on fait aussi attention à ce qu'on dit, pour ne pas avoir d'ennui. Mais qu'est-ce que ça laisse supposer en tout cas? Heu, c'est que vous avez été réintégré donc au sein de l'université, vous nous avez dit fin 2023, juin Non, 2024 de début, enfin, c'est nouveau au printemps enfin 2020. d'accord et juin 2024, vous êtes de nouveau condamné de convoqué pardon. Non, Visiblement, cette histoire n'a pas été mise aux oubliettes, malgré en plus votre oui, suspension. mais oui, bien sûr, mais je pense que vous savez, il s'agit toujours de faire peur et de faire taire, certaines voix. D'ailleurs, au CNESER, j'avais demandé, à ce que soit visionné un épisode d'un documentaire, très bien fait d'Al Jazeera sur le lobby, sioniste aux États-Unis, qui s'appelle, Lobby USA, tout simplement. Un un documentaire qui avait d'ailleurs été sous-titré en français par le site, Orient 21 et qui montre justement, il y a un épisode qui s'appelle «La chasse aux sorcières» et qui montre comment aux États-Unis on fait taire des universitaires, des militants politiques et cetera, par des accusations complètement, fantaisistes, de racisme, d'antisémitisme et cetera et bon, beh, évidemment, le CNESER n'a pas voulu l'écouter alors que j'avais même demandé à un huissier de citer, des le contenu de ce documentaire pour obliger en quelque sorte, au jury, obliger le jury à le considérer. Bah, évidemment, ça n'a pas été, discuté. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des sujets sur lesquels vous ne pouvez pas parler? Moi, je pense que c'est les mêmes que tout le monde, c'est-à-dire il y a des sujets qui sont tabous, vous les connaissez, comme moi. Alors, j'ai un collègue qui m'avait dit une fois, que tous mes problèmes, en fait, venaient de mes positions sur le 11 septembre et pas sur Gaza, parce qu'en fait, tout le monde sait que ce qui se passe à Gaza, c'est une horreur,
ce que font ce que fait l'armée israélienne en général sur les Palestiniens, c'est une horreur. Au début, je pensais je pensais qu'il avait tort, mais en fait, finalement, je pense qu'il a raison. Donc, je pense qu'un des grands tabous, c'est le sujet du 11 septembre, effectivement. Donc ça Et n'a été d'ailleurs, qu'un prétexte, oui. oui, alors ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans la lettre de M. Khalifa, il cite 10 articles de mon blog pour faire la démonstration que je raconte n'importe quoi, donc je suis, selon ces termes, un savant fou. Et dans ces 10 articles, il y en a beaucoup qui traitent des manipulations des médias, en particulier du 11 septembre, mais aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin certainement, les vidéos qu'on voyait à l'époque de décapitation de prisonniers comment dire, par des terroristes islamistes. Et une personne, par exemple, avait fait un article pour montrer que ces vidéos qu'on prétendait tourner dans le désert avec des décors naturels étaient en fait tournées en studio. Donc j'avais simplement repris cet article en le traduisant. Et donc j'avais rien fait d'autre que un petit peu exercer mon esprit critique et aussi mes connaissances en optique, puisque en fait c'est un raisonnement d'optique qui conduisait à cette conclusion. Et M. Khalifa reprenait cet article pour montrer à quel point j'étais un savant fou, que je racontais n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il rajoute un petit peu des choses par rapport à ce que je dis. Donc là, effectivement, je disais que les vidéos étaient tournées en studio, et lui, par exemple, il disait Monsieur Roby prétend que les vidéos sont tournées en studio à Hollywood, ce que je n'ai jamais dit. Et il y a d'autres articles comme ça, en particulier un qui était volontairement très humoristique, voire un petit peu potage dans sa forme, donc il ne se voulait pas du tout sérieux, et qui racontait une histoire qui, à l'évidence, avait des rapports avec le 11 septembre, mais jamais dans cet article, je n'ai prétendu parler du 11 septembre. Et M. Khalifa reprend cet article en disant « Monsieur Roby prétend qu'il n'y a pas eu d'avion dans les tours jumelles le 11 septembre et que les tours jumelles ont été détruites par des explosions nucléaires. » Alors que je n'ai jamais parlé de 11 septembre dans cet article. Donc voilà, il y a plein de choses assez amusantes. Est-ce qu'au-delà de ces Donc, plaintes et de ces condamnations, est-ce que vous avez reçu des menaces? non, pas, jamais directement. Non. Pour l'instant, non. J'ai beau chercher, mais non. Donc vous sentez finir votre carrière finalement en tant que maître de conférence alors? Écoutez, en Pas tout cas, d'inquiétude sur ce je ne suis pas devin, je ne sais pas ce qui m'attend. Mais en tout cas, moi, la seule chose que je demande, c'est de pouvoir faire de la physique et de la vulgarisation, comme j'en ai déjà fait, notamment sur le 11 septembre, mais pas que. Et ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que vous parliez du livre que j'ai écrit en 2006, si mes souvenirs sont bons, qui a été publié en 2006, Vers la voiture sans pétrole. En fait, tout l'argument de ce livre repose essentiellement sur la notion d'énergie massique et de puissance massique, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'on peut libérer à partir d'une certaine masse de matière, qui donc est au centre de tous les problèmes de transport. Et c'est cette même obsession, en quelque sorte, qui m'a conduit à réfléchir au 11 septembre sur les méthodes de destruction des tours jumelles. Donc en fait, finalement, c'est cohérent, c'est la même physique, à peu de choses près. Mais justement, puisque vous êtes chercheur en physique, je vais en profiter pour tenter de vous faire réagir sur 2 thématiques qui en ce moment prennent le pas dans nos vies. Celle du réchauffement climatique et du changement climatique, et puis une autre actualité qui est là, celle des ZFE, les zones à faible émission. Si vous êtes d'accord Ah, qu'on puisse en parler tout à fait. ensemble. Alors je ne vous garantis pas que mes propos seront extrêmement pertinents, parce que j'ai pas étudié le dossier, mais bon, je vais essayer Mais en tout cas, si je de vous réagir. parle de gaz à effet de serre, je suis certaine que vous aurez quand même quelque chose à nous dire. Alors, concernant justement le changement climatique, voici ce que nous dit
Voici ce que nous dit le ministère de l'Aménagement du territoire et de la transition écologique. Je cite, les gaz à effet de serre ont un rôle essentiel dans la régulation du climat. Sans eux, la température moyenne sur Terre serait de moins 18 degrés Celsius au lieu de plus 14 degrés Celsius et la vie n'existerait peut-être pas. Toutefois, depuis le 19e siècle, l'homme a considérablement accru la quantité de gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère. En conséquence, l'équilibre climatique naturel est modifié et le climat se réajuste par un réchauffement de la surface terrestre. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Et surtout, ma question, c'est le réchauffement climatique, existe-t-il, oui ou non? Est-ce que c'est une réalité? Alors oui, oui, alors le fait que les gaz à effet de serre soient très importants dans le climat, évidemment, c'est une évidence. Le fait que l'activité humaine a augmenté la quantité de gaz à effet de serre aussi. Par contre, je pense que tout le catastrophisme autour de ça est une pure enfin, manipulation, parce qu'à mon avis, il n'y a pas du tout de raison de s'affoler. Ce qui m'avait frappé quand j'avais parfois discuté avec des modélisateurs, enfin des scientifiques, comme par exemple Hervé Le Treut, que je considère comme un scientifique tout à fait respectable, c'est qu'ils avouent ne pas comprendre tout du climat passé. Alors là, je vais poser une question, c'était sur le climat au XXe siècle, juste après la Deuxième Guerre mondiale, où on voit un petit refroidissement se produire. Je lui avais demandé si il comprenait pourquoi il y avait ce refroidissement. Il m'avait dit non, ça on ne comprend pas. Et il y a d'autres périodes dans l'histoire du climat où on ne comprend toujours pas ce qui s'est passé, avec des réchauffements qui étaient beaucoup, beaucoup plus violents et plus intenses qu'habituellement. En particulier ce qu'on appelle la fin du Drias récent, où il y a, vous chercherez vous-même même l'article sur Wikipédia, il est suffisant pour ça, un réchauffement qui par moment, enfin par certains endroits, peut atteindre 7 à 10 degrés en quelques décennies. Donc c'est vraiment un truc absolument phénoménal. Et on ne sait toujours pas, à ma connaissance, d'où proviennent, enfin, quelle est la cause profonde de ces réchauffements. Donc il y a beaucoup de choses qui interviennent dans le climat. Bon, moi, je ne suis pas du tout climatologue, donc je ne vais pas du tout essayer de vous expliquer comment ça fonctionne, mais je pense qu'il y a un manque de modestie. Enfin, pour ceux qui sont sincères, en tout cas, il y a un manque de modestie lorsqu'on essaye de faire peur sur le climat en disant qu'on sait absolument ce qui va se passer. Je pense que non, on ne sait pas ce qui va se passer. Le climat se modifie, oui, ça c'est certain, il s'est toujours modifié. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'on a émis une grande quantité de gaz à effet de serre, mais il y a plein d'autres choses qui interviennent là-dedans. Et honnêtement, moi je pense qu'il n'y a absolument pas de raison de s'inquiéter. Il y a des problèmes écologiques, à mon avis, beaucoup plus urgents que celui-là. Alors l'année dernière, on nous a promis un été très très chaud, on nous a annoncé une canicule, on nous a montré des cartes comme ça en prévoyant voilà des hausses de température. Alors en France, on a constaté que l'été n'a pas été plus chaud qu'habituellement en tout cas, et pourtant j'ai retrouvé un article de la revue Reporter que vous connaissez sans doute et qui titre donc elle date là de quelques jours de janvier 2025 et qui nous annonce que l'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée, mais là c'est au niveau mondial. Donc là aussi, on nous alerte sur les conséquences en fait de ces hausses de température et notamment on revient sur les sécheresses, les inondations. Donc on nous parle des fameuses inondations de Valence là qui ont eu lieu en octobre 2024. Peut-être Oui. aussi une pénurie d'eau, voilà. Donc on nous annonce en fait des choses un peu catastrophiques. Oui, ben dans le cas de Valence, par exemple, c'était clairement pas c'est pas un problème de réchauffement climatique, mais avant tout un problème de destruction des barrages, d'un très grand nombre de barrages, qu'on avait détruits d'ailleurs pour des raisons prétendument écologiques, pour permettre aux cours d'eau d'être plus libres. Et donc enfin bon, je ne connais pas exactement les raisons avancées, mais
c'est une région où il y a eu déjà des inondations catastrophiques dès le Moyen Âge, et même sans doute avant. Et bien sûr, il y a une population qui est aujourd'hui beaucoup plus importante aussi qu'elle ne l'était il y a quelques siècles. Donc, il ne faut pas non plus s'étonner que les événements particuliers comme des inondations de cette taille-là fassent un grand nombre de victimes. Donc, je pense que enfin, c'est pas raisonnable, quoi. Est-ce que selon vous, voilà, parce que les gouvernements actuels demandent aux populations en fait d'être mobilisées, de devenir responsables dans ce changement climatique. Voilà, on nous dit qu'on a un rôle à jouer. On nous demande systématiquement, par exemple sur l'électricité, voilà, de faire attention. Donc, est-ce que tout ce discours-là qui est annoncé, est-ce qu'il est réel, il est C'est un sensé? prétexte. C'est un prétexte. Bien entendu, il y a des choses qui peuvent être de bon sens, comme le fait de ne pas gaspiller l'énergie en général, mais qu'elle soit carbonée ou pas, hein. Je veux dire, c'est tout à fait louable. Par contre, quand vous voyez des gens qui vous disent se préoccuper du changement climatique et par ailleurs ont des yachts pas possibles qui émettent, enfin qui ont un train de vie où, où ils émettent des quantités absolument astronomiques de dioxyde de carbone, c'est évidemment pas crédible. Donc, je pense que c'est un prétexte, comme beaucoup de prétextes. C'est une ingénierie sociale, en fait. Et concernant justement l'application là, des ZFE, des zones à faible Alors émission, ça, ah, alors je sais que vous aimez faire du vélo, vous aimez vous déplacer en vélo, si je ne dis pas de oui, oui, oui. bêtises. Donc ça, Non, ça non, vous doit, avez ça raison. doit être ça doit être une bonne nouvelle pour vous, non? Non, pas du tout. Non, non, les ZFE, c'est un vrai scandale. Évidemment, euh, là encore, c'est un bon prétexte, un Mhm. prétexte vertueux pour faire, enfin, pour empêcher des gens de circuler, tout simplement. Puisque, bien sûr, je suis pour qu'on ait des voitures plus propres et que les villes soient moins polluées. Personne ne peut être contre ça. Mais là, c'est absolument impossible à vivre pour des millions de personnes. Donc, je suis évidemment contre. Et pourtant, je ne suis pas concerné, mais c'est pas une raison, hein. Et pas que pour le vélo, je veux dire, pour mes voitures, j'ai pas de problème non plus. Donc, enfin, pour l'instant. On va regarder ensemble le court, la courte vidéo qui est en ce moment diffusée, qui fait pas d'ailleurs beaucoup de vues, mais c'est une courte vidéo et on va la regarder ensemble et vous allez me dire, ça c'est le discours officiel pour justifier les ZFE. C'est un peu une FAQ, une foire aux questions. Voilà. Les ZFE, c'est bon pour la santé. C'est vrai, en créant des zones à faible émission dans et autour des grandes villes, on améliore la qualité de l'air. La pollution de l'air peut provoquer des affections respiratoires, de l'asthme, des maladies cardiovasculaires ou des cancers. D'après Santé publique France, la pollution est responsable de plus de 40 000 décès prématurés chaque année dans notre pays. Et les transports sont responsables d'une grande partie des émissions de polluants comme les oxydes d'azote et les particules fines. Les ZFE permettent donc bien de préserver la santé de tous dans les grandes villes. Il faut acheter une vignette critère pour circuler en ZFE. C'est vrai. Le principe d'une ZFE, c'est de restreindre la circulation des véhicules les plus polluants. En France, c'est la vignette critère qui est utilisée pour classer les véhicules en fonction de leurs émissions polluantes. Elle est donc obligatoire pour circuler dans une ZFE, y compris pour les véhicules étrangers. Vous pouvez commander cette vignette sur le site certificat-r.gouv.fr en moins de 5 minutes pour quelques euros. Les diesels seront interdits dans les grandes agglomérations en 2025. C'est faux. Les véhicules concernés par les restrictions sont déterminés par la collectivité territoriale qui met en place la ZFE. Pour cela, elle tient compte du niveau de pollution de l'air sur son territoire et des obligations définies par la loi. Par exemple, si les seuils réglementaires de qualité de l'air sont respectés sur un territoire, la seule obligation est de restreindre la circulation des véhicules trop anciens pour bénéficier d'une vignette critère. Il s'agit des véhicules non classés. Et si les seuils réglementaires sont dépassés, la loi impose, à partir du 1er janvier 2025, des restrictions de circulation aux voitures critères 3, c'est-à-dire
les véhicules diesel de plus de 14 ans et les véhicules essence de plus de 19 ans. Concrètement, cela ne concerne que les territoires de Paris et de Lyon. Donc, quel que soit le niveau de pollution de l'air, la loi n'impose aucune restriction pour les véhicules les plus récents, y compris diesel. Les ZFE sont mis en place sans demander l'avis aux habitants. C'est faux. Lors de la mise en place d'une ZFE, la consultation du public est obligatoire. La collectivité qui souhaite en mettre une en place doit proposer aux citoyens de donner leur avis. Sur le périmètre de la ZFE, sur les véhicules visés par les restrictions, ou encore sur les solutions de mobilité alternatives possibles. Ma seule option, c'est d'acheter un véhicule autorisé. Pas forcément. Parce que les collectivités peuvent décider de dérogations aux restrictions de circulation qu'elles mettent en place pour certains types de véhicules ou certaines catégories d'usagers. Elles peuvent aussi décider que les restrictions ne s'appliqueront que certains jours ou sur certains créneaux horaires. Par ailleurs, certaines collectivités proposent des services de conseil et accélèrent le déploiement de mobilités alternatives, comme les cars express, l'autopartage, le covoiturage ou encore les voies express vélo. Alors déjà, première réaction. Alors, comme je vous disais, on part d'arguments de bon sens, c'est-à-dire que tout le monde est pour une diminution de la pollution de l'air, tout le monde est pour une meilleure santé, donc ça, personne ne peut être contre. Et on se sert de ces arguments pour justifier des mesures extrêmement contraignantes, puisqu'il y a des gens qui, concrètement, ne pourront plus même aller travailler avec leur voiture. Donc ça, c'est totalement injustifiable. Par contre, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est quand dans l'argumentaire, on dit qu'on a demandé l'avis aux habitants. Alors peut-être qu'on leur a demandé, mais je ne pense pas qu'on en a tenu compte. Hein. Je crois bien que c'est comme ça que ça se passe. C'est un peu comme le référendum sur l'Union européenne. On vous demande votre avis, et puis si vous n'êtes pas d'accord, bah, tant pis. Et moi, je douterais même qu'ils aient demandé l'avis. Je ne sais, je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Oui, j'ai pas vu les avis passer. Mais quand on nous dit justement, alors vous parliez qu'effectivement beaucoup de citoyens seront embêtés pour se déplacer. Là, on nous avance des arguments, hein, des cars, le covoiturage. On a l'impression que c'est vraiment tout a été pensé, mais dans la réalité, c'est concrète, beaucoup c'est plus évidemment compliqué pas que le ça. cas. Il n'y a pas une solution qui peut aller à tout le monde. Enfin, c'est absolument. Là, on va vers un raisonnement de type Union soviétique, j'ai l'impression. C'est-à-dire, c'est une usine à gaz, ce truc. C'est pas possible, c'est pas viable, quoi. Et tout ça pour des résultats qui, à mon avis, je ne vois pas vraiment Enfin, dans le cas de ma ville, par exemple, Pau, il n'y a jamais vraiment de gros problèmes de pollution, hein, et pourtant, il y a une ZFE maintenant. Donc, bon, on va voir comment ça va se passer, mais c'est, à mon avis, pas justifié. En tout cas, on a l'impression que ces ZFE sont mises en place non pas pour limiter les gaz à effet de serre et en fait pour limiter la pollution, mais plus. Excusez-moi, mais là, ce sont deux choses tout à fait différentes. Il ne s'agit pas de gaz à effet de serre, là, il s'agit vraiment des vrais polluants. Donc, je pense que ce sujet est plus sérieux et plus important que celui des gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'il s'agit de ce qui va rendre les gens malades, en gros. Alors que les gaz à effet de serre ne sont pas des polluants. Le fait d'émettre du CO2, comme vous et moi on le fait en respirant, ça rend personne malade. Par contre, là, il s'agit des vrais polluants. Et justement, il y a une confusion dans l'esprit des gens entre les émissions de CO2 qui ont été présentées en fait comme des polluants et les émissions de véritables polluants, que ce soit les particules fines, les oxydes d'azote, les hydrocarbures imbrûlés, etc. Et ce sont vraiment deux choses complètement différentes. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas, par exemple, que des grosses voitures récentes puissent être, et qui consomment beaucoup, puissent être classées dans les catégories 1 ou 2 de critères, alors que des voitures plus anciennes, mais qui sont très économes en carburant, ne soient pas dans les bonnes catégories. Mais en fait, c'est logique, parce que c'est vraiment les polluants dont il s'agit, ce n'est pas les émissions de CO2 qui sont, elles, proportionnelles à la consommation.
est-ce que justement ça aura un véritable impact sur la bonne santé quand on nous dit les ZFE, c'est bon pour la santé? Est-ce que ça aura réellement un effet bénéfique? Bah, si vous empêchez tout le monde de circuler, peut-être qu'il y aura moins de pollution en ville. Oui, bah, on a déjà un peu vu ce qui se passe pendant la crise Covid, par exemple. Mais bon, est-ce que c'est une façon de procéder? Moi, je ne pense pas, évidemment. Vous empêchez les gens de circuler, bah, il n'y a plus de pollution liée aux voitures, évidemment. Mais bon, c'est pas une raison non plus. Vous connaissez Alexandre Jardin? C'est un écrivain. Oui. Ouais, mais alors on a un an, hein, parce que visiblement les élus nous annoncent que pendant un an il n'y aura pas de Oui. contravention. Pendant un an, voilà, on laisse les gens un peu s'habituer au système, et puis la police fera un peu de la prévention. Oui. Donc on a un an pour être éduqué. rebondir. On a un an pour être éduqué. Bah, je pense qu'on a un an pour C'est ça. arriver à faire capoter le système. Alors, est-ce qu'on est vraiment des gueux? Parce que Alexandre Jardin, voilà, nous a monté le site là, sur lequel il y a une pétition. Enfin, c'est pas une pétition, c'est une lettre qu'il met à disposition en fait Je pense que dans aux l'esprit de citoyens certains, pour oui. pouvoir écrire. Bon. On est à l'ère des gueux. Oui, c'est une vaste question. Mais oui, je pense que... Bon, qu'est-ce que ça... Pardon, je pensais à une personne dont j'avais relayé des vidéos, et je suis en train d'essayer de me rappeler son nom, qui s'appelle Catherine, une Américaine qui est assez proche qui a été active pendant le Covid aussi, et je ne me retrouve plus son nom, ça va peut-être me revenir, mais qui disait que elle parlait surtout au niveau des États-Unis, mais je pense que c'est vrai un peu dans tout l'Occident, disait que l'élite avait décidé de faire sécession du peuple. Et je pense qu'elle a un petit peu raison. C'est qu'il y a une partie de la population qui se considère comme au-dessus de tout, et qui décide de choses comme celle-ci, qui vont clairement instituer deux classes dans la population. Oui, mais on le voit, notre liberté d'expression est bafouée. Maintenant, c'est notre liberté de circuler. On l'avait connu déjà pendant le Covid, et puis là, bah, visiblement, Ça reprend une autre forme. ça va revenir. Et puis bientôt, ce sera l'avion, peut-être. Ce seront nos déplacements en avion qui seront contrôlés. Oui, évidemment. Est-ce que vous avez un message à donner? Quelle serait la solution qui nous reste, en fait? Alors ça, je pense pas que je sois particulièrement qualifié pour ça. Vous voulez dire un message d'ordre politique? Parce que je ne sais pas. Enfin là, il s'agit d'agir pour empêcher des décisions d'être prises de façon définitive. Alors là, je suis un petit peu incompétent sur le sujet. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que vous faire la remarque que j'ai faite tout à l'heure, donc les gaz à effet de serre, les polluants, c'est pas du tout la même chose. Je pense pas que les ZFE jouent un rôle majeur dans la pollution des villes, même si, évidemment, si on enlève tous les véhicules polluants, il y aura moins de pollution. Mais cela dit, je pense que c'est quand même une toute petite minorité, les véhicules très, très anciens, donc c'est pas vraiment le problème. Et puis surtout, ça crée un précédent qui fait que petit à petit, on va pouvoir, par exemple, obliger tout le monde à rouler en voiture électrique pour rentrer dans les villes. Et ça, c'est absolument pas possible. Alors, quel est votre avis justement sur la voiture électrique? Alors, moi, il se trouve que j'en ai qui avez une écrit un personnellement, livre sur la voiture sans pilote. J'ai à la fois une voiture à essence, mais qui est déjà hybride, une très ancienne. C'est une des premières Prius qui a 23 ans. Donc, alors, elle, je ne sais pas du tout si elle va faire partie de celles qui sont exclues ou pas, parce qu'à l'époque, elle était super propre. Donc, elle est Euro 4, je crois, dans les normes anti-pollution, mais elle est Euro 4, alors que les voitures de son époque ne l'étaient pas. Donc, puisqu'elle est de 2001.
Et puis j'ai aussi une voiture électrique acquise récemment. Donc moi, je pense que la voiture électrique est amenée à se généraliser, mais un peu comme j'avais dit dans mon livre d'ailleurs en 2006, c'est-à-dire que dans un premier temps, c'est l'hybridation qui se généralise, et puis ensuite, les progrès techniques aidant, les voitures électriques se démocratisent. Alors, se démocratisent, mais de façon apparemment paradoxale. Il y a eu d'abord les très grosses voitures électriques et les toutes petites, puisqu'on avait un problème de coût de batterie. Donc, on avait soit des premières comme les Tesla Model S, par exemple, qui sont des voitures très, très onéreuses, soit les toutes petites voitures de ville, ou des voitures enfin, relativement petites, comme les Renault Zoé, qui ont commencé à prendre le marché. Et puis petit à petit, maintenant, ça vient sur des voitures moyennes, ce qui est tout à fait logique d'un point de vue technique. Donc je pense qu'on va aller vers ça progressivement pour des raisons techniques, parce que les inconvénients des voitures thermiques sont de plus en plus importants, alors que ceux des voitures électriques deviennent de moins en moins importants. Mais ça n'a rien à voir avec l'écologie. Pardon ? Et pourtant, c'est l'un des arguments qui a avancé pour l'acquisition d'une voiture électrique. Mais ça a un coût aussi, avoir une voiture électrique. Absolument. Ça a un coût déjà à l'achat, ça a un coût pour la recharger. Il y a aussi la question recharge, très par contre, problématique. c'est quand même plus économique que le carburant. Enfin, beaucoup plus même. Mais c'est vrai que le coût à l'achat est très élevé, et surtout que les voitures électriques intéressantes sont des voitures neuves ou récentes. Donc évidemment, plus personne n'achèterait aujourd'hui une 106 électrique, ça existait, hein. Mais bon, à l'époque, c'était des batteries au plomb, donc c'est évidemment complètement dépassé aujourd'hui. Il y a quand même un point qui est assez problématique sur la voiture électrique, c'est la batterie, en fait, c'est la fabrication de la batterie. Alors, en réalité, les problèmes de la voiture électrique sont exactement inverses de ceux de la voiture thermique. C'est-à-dire que pour une voiture thermique, le réservoir d'énergie, c'est-à-dire le réservoir, c'est pas du tout un problème, c'est juste un bidon, en quelque sorte, hein, dans lequel on met le carburant. Et le gros problème, c'est le moteur, qui est très compliqué, qui est pas très fiable. Alors maintenant, il s'est fiabilisé depuis le temps qu'on fait des voitures thermiques, mais un moteur, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Il y a beaucoup de systèmes de dépollution maintenant. Donc, et puis en plus, comme on veut absolument réduire les émissions de CO2, on arrive à faire des usines à gaz, c'est le cas de le dire, pour faire des choses qui à la fois ne consomment pas trop, soient assez puissants, ne fassent pas trop de bruit, soient bien dépollués, etc. Donc ça, les problèmes de la voiture thermique sont au niveau du moteur. Par contre, au niveau de la voiture électrique, il n'y a rien de plus fiable et sans problème qu'un moteur électrique. Donc un moteur électrique, c'est très simple et c'est très léger, c'est très fiable, ça ne fait pas de bruit, ça ne vibre pas, ça ne pollue pas, etc. Par contre, le problème, c'est effectivement la batterie. Mais il y a eu beaucoup de progrès dans les batteries, et actuellement, on est quand même à des densités d'énergie et des densités de puissance qui sont quand même suffisantes pour une utilisation standard. Je vois par exemple énormément de taxis maintenant qui utilisent des voitures électriques, et on les comprend parce que eux sont particulièrement touchés par les coûts de fonctionnement des voitures, donc pas seulement le carburant, mais aussi les révisions. Pour une voiture électrique, il n'y a quasiment jamais de révision, donc pour eux, c'est vraiment un gros bénéfice. Et puis, faut croire que l'autonomie leur suffit, et les capacités de recharge rapide leur suffisent pour leur métier de taxi où ils roulent tout le temps. Par ailleurs, on dit que la fabrication des batteries est polluante. Ça dépend lesquelles. Il y a plusieurs chimies de batteries. Et puis, comme toute industrie, au début, quand on commence à fabriquer quelque chose, on le fait comme on peut. Et petit à petit, on établit des normes qui sont de plus en plus strictes, et on arrive à produire des choses de façon relativement propre. Et ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'une batterie, ça se recycle, hein. Et ça se recycle d'autant mieux que c'est gros, en fait.
par rapport aux toutes petites piles qu'on utilise ou aux petites batteries qu'on utilise un petit peu partout. C'est beaucoup plus facile à recycler une batterie de voiture électrique que des tas de petites batteries éparses. Donc pour moi, c'est pas vraiment le problème. Le problème, c'est un problème de coût, pour l'instant, encore. C'est-à-dire que dans une voiture électrique, il y a, je sais pas tout à fait la moitié, mais il y a une bonne portion du coût de la voiture qui provient de la batterie, en effet. Et c'est pour Alors, je ça ne qu'on sais a pas si commencé on par des, peut. c'est pour ça qu'on a commencé par soit des toutes petites voitures électriques qui avaient une petite batterie, donc relativement peu coûteuse, et donc de faibles performances et d'une faible autonomie, soit des voitures au contraire très puissantes avec une autonomie assez importante et une grosse batterie, parce que quand vous augmentez la taille d'une batterie, vous augmentez à la fois la quantité d'énergie que vous pouvez stocker dedans, mais aussi la puissance que la batterie peut délivrer. Et c'est pour ça que les voitures électriques sont toutes, enfin les voitures en dehors des toutes petites voitures, les voitures électriques routières sont toutes très puissantes, puisque finalement la puissance de la batterie, on s'en sert pour faire des voitures performantes. Parce que c'est la puissance de recharge, mais aussi la puissance de, dans l'autre sens, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit d'alimenter le moteur. Alors, je ne sais pas si on peut encore faire confiance aux industriels, en tout cas Jamais. dans la fabrication voilà, parce que Il faut pas leur parce faire qu'on l'a confiance, vu il faut encore. plutôt les surveiller. Voilà, on le voit quotidiennement. Et je voulais énoncer d'ailleurs le scandale de l'eau en bouteille et pas seulement. Là, en ce moment, il y a un autre scandale qui éclate sur les canalisations des tuyaux en France là. Qui serait contaminé avec du CVM et donc qui serait facteur de risque important pour le développement des cancers. Mais on a eu quand même des cas sur les véhicules électriques. On a eu des bus qui ont brûlé, on a eu Oui. des histoires de bus qui ont brûlé, on a eu des Tesla aussi qui ont pris feu. Donc ça rassure pas trop non plus. Enfin. Oui, alors il faut être, comme toujours, assez circonspect entre ce dont on entend parler et la réalité. Quand on regarde les statistiques d'incendie des voitures, en fait, ce ne sont pas les voitures électriques qui brûlent le plus, ce sont les voitures hybrides rechargeables. Et les voitures électriques ont moins de chances de brûler que des voitures thermiques. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'incendie peut être plus difficile à maîtriser, puisqu'il y a une grande quantité d'énergie dans la batterie et qu'il y a des, des batteries qui, si elles sont mal gérées, peuvent prendre feu. Cela dit, là encore, c'est une question de technique. Donc, il y a différentes technologies de batterie. Il y en a certaines qui sont relativement chatouilleuses et qui probablement vont disparaître au fur et à mesure qu'on progresse. Et il y en a d'autres où on peut percer je veux dire, faire un trou à la chignole dans la batterie, il ne se passe rien. En fait, il ne se passe rien. Ici, il y a quelques fumées qui se dégagent, mais la batterie ne prend pas feu. Donc ça existe déjà. C'est pour ça que je vous dis qu'à mon avis, il n'y a pas d'inquiétude vraiment à avoir. La seule inquiétude, c'est que justement les industriels utilisent un petit peu tout ce qu'ils ont sous la main sans tenir compte des risques éventuels. Donc bien sûr, faut pas faire confiance aux industriels. Il faut maintenir la pression pour qu'ils proposent des solutions qui soient à la fois sûres, pas trop polluantes et oui, qui ne risquent pas de mettre le feu partout, évidemment. En tout cas, de ce que j'entends, c'est que vous êtes pour la voiture électrique, mais 100% électrique, pas hybride, visiblement. C'est peut-être la meilleure alternative. Non, je récuse le fait d'être pour ou contre. Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai fait un petit livre qui parle de l'évolution de la motorisation automobile, donc depuis le thermique vers l'électrique en passant par l'hybride, mais je rappelle bien que dès les débuts de l'histoire de l'automobile, il y avait toutes les énergies qui cohabitaient. Il y avait même des voitures à vapeur, par exemple. Il y avait des voitures électriques dès le départ aussi, mais évidemment pas avec la même technologie que maintenant. Et c'est pas, moi je suis ni pour ni contre, et je veux surtout pas imposer quoi que ce soit à quiconque, mais ce que je dis, c'est que d'un point de vue rationnel d'ingénieurs et d'industriels, en fait, les inconvénients de la voiture thermique vont
augmenter alors que les inconvénients de la voiture électrique vont diminuer. Et ça va inéluctablement conduire à ce que de plus en plus de gens auront des voitures électriques. Mais cela dit, s'il y en a qui préfèrent des voitures thermiques, moi je vois absolument aucun inconvénient. Moi, juste avant d'acheter ma voiture électrique, j'avais une voiture à essence avec un 6 cylindres de 2,5 litres. Donc j'aime bien les voitures à essence aussi, et qui avaient un bruit merveilleux d'ailleurs. Si on nous autorise encore à avoir une voiture à essence ou diesel, Oui, et je on ne me verra. sentais pas du tout coupable L'avenir nous d'avoir le cette dira. voiture-là, hein, d'ailleurs. Je me sentais absolument pas coupable d'aucune manière. Donc je pense que Eh c'est bien, on verra si on a encore. il faut vraiment faire attention au discours de culpabilisation, pardon, et comment dire, aux idées contre lesquelles personne ne peut s'opposer. Bon, bah, tout le monde est pour une diminution de la pollution, tout le monde est pour une meilleure santé, mais derrière ces idées-là, bien sûr, il y a une manipulation des esprits pour faire accepter certaines choses très contraignantes, comme pour le changement climatique. Donc évidemment, je suis pour une meilleure santé, évidemment, je suis pour une moindre pollution des villes, mais c'est pas pour ça que je vais imposer les gens de rouler en voiture électrique ou en scooter électrique, hein. Merci beaucoup, François Roby. Merci à Merci d'avoir vous. été notre invité. Merci. Merci.